bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bonjour François Belliot, que Bonjour. nous accueillons, je dis nous accueillons. François Belliot est l'auteur, tout de suite, on va le dire, d'un livre qui est éminemment d'actualité brûlante, Guerre en Syrie, le mensonge organisé des médias et des politiques français. Mais je pense que ce livre va plus loin, puisque pour parler du mensonge des médias, qui est un mensonge universel, un mensonge écrasant, il faut bien décortiquer le contexte. Alors, nous allons parler donc de la Syrie, de cette Syrie qui est en crise, avec une montée croissante et même presque exponentielle des périls. Les questions qui se posent et ce dont nous allons débattre, c'est de savoir ce qui se passe exactement, comment essayer de démêler les différents fils qui composent l'imbroglio syrien, savoir quels sont les rôles respectifs des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, même voire d'Israël et de la Chine. Et puis, in fine, peut-être nous poser la question, parce qu'elle n'est pas neutre, de savoir ce que la France vient faire dans cette galère, parce que c'est réellement une galère galérante qui pourrait déboucher, beaucoup en parlent, sur la Troisième Guerre mondiale, mais sans déflorer le sujet, on peut se dire peut-être que la Troisième Guerre mondiale est déjà déclenché et que son premier foyer se trouve entre la Syrie et l'Ukraine. François Belliot, bonjour. Bonjour. Alors, première question, on peut peut-être commencer à tout mauvais seigneur, mauvais honneur, commencer par la France. Qu'allons-nous faire dans cette galère ? Alors c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce que fait la France en ce moment, enfin les décisions de l'État français. Cette incohérence apparaît manifeste si on voit le déroulement de la crise. Ça fait quand même 4 ans plus maintenant qu'on est sur place à essayer de faire tomber ce régime. Et là, on atteint vraiment le seuil de l'invraisemblance, car la propagande anti-syrienne a varié au fil du temps. C'est-à-dire que les événements s'enchaînant, on a été obligé de réadapter la présentation des événements qu'on faisait aux Français. Une première phase où on disait qu'il n'y avait aucun terroriste sur place. Bon, François, je vous arrête tout de suite. Vous avez dit quelque chose d'important, faire tomber ce régime. 4 ans, ça démarre en 2011. Donc, tout de suite, d'entrée de jeu, vous nous dites que le rôle de la France n'a pas été neutre, n'a pas été celui d'un observateur, mais qu'il s'est agi de faire tomber le régime, je dirais presque comme nous l'avons fait, mais par d'autres moyens, des moyens plus discrets, plus déguisés, de faire ce que nous avions fait en Libye. Oui, donc, oui. Vous allez me dire si je me trompe, cette révolution dite populaire, dans la foulée, dans le droit fil des printemps arabes, n'était pas une révolution spontanée, mais une révolution qui a tout de suite été soutenue de l'extérieur. Oui. Alors vous en avez vous-même parlé dans un ouvrage qui est paru aux éditions de l'Infini. Oui. Donc les printemps arabes. Printemps et automne arabes, de la révolution à la guerre. Effectivement, je vous remercie de le citer. France s'est engagée dans ce conflit. Sans doute pas par hasard, et pas parce que le terrorisme s'est manifesté en France, ce qui justifierait la réaction de légitime défense dont parle M. Hollande aujourd'hui, mais que nous étions partie prenante du conflit dès le départ, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple révolte populaire, que tout de suite cette crise a été internationalisée, et que cette internationalisation n'a plus que monté en puissance. Je montre pour nos spectateurs ce livre de la Révolution à la guerre, de Printemps et automne arabes, qui est paru aux éditions de l'Infini en 2013, si je me souviens bien, mais qui parcourt justement toute l'émergence de ces crises, tous ces bouleversements, Alors, je pense, François Belliot, qu'il faut insister sur ce point d'un engagement très précoce, qu'aujourd'hui nous semblons agir et réagir comme l'a dit le président Hollande en légitime défense, mais qu'en fait nous étions partie prenante de ce conflit de façon discrète et de façon extrêmement prématurée, pour ne pas dire préméditée. Oui, alors ça ne se traduit pas par une présence militaire sur le terrain, ce n'est pas un engagement direct.
Les médias ensuite, enfin les politiques eux-mêmes peuvent présenter la chose en disant qu'ils ne sont pas impliqués. Mais il suffit, sans même parler d'opérations au sol ou même d'opérations des services de renseignement, il suffit donc, je vais continuer sur la propagande anti-syrienne, de voir toutes ces présentations mensongères successives, un menteur qui change de version au fil du temps et qui donc se rend d'autant plus repérable et montre son implication. Donc après une première phase négationniste, il n'y a pas de terroristes. Une deuxième phase, cette fois conspirationniste, où on va prétendre que le régime aurait libéré les islamistes pour instrumenter le terrorisme. Cela a duré pendant 3 ans. Une troisième phase ensuite, depuis l'implication de Daesh, c'est bien difficile à un moment d'expliquer que Bachar el-Assad s'est allié avec le Daesh pour massacrer son propre peuple. On peut soutenir cette version, mais jusqu'à un certain point. Donc là, on est passé au confusionnisme, ni Bachar ni Daesh. Et là, on arrive à une phase là qui est vraiment extrêmement étrange où alors qu'il y a cette implication de la France de façon feutrée mais certaine dans le conflit syrien, pour appeler à la chute de ce régime et l'instauration de la démocratie. Donc la France a décidé de mener des frappes aériennes sur le sol syrien, donc suite à une illumination du président Hollande qui, suite à l'attaque du Thalys, donc le 21 août dernier, se serait rendu compte que on frappe en Irak, mais c'est pas suffisant, parce que si jamais ils nous attaquent depuis la Syrie, si jamais un loup solitaire veut aller dans un Thalys, attaquer un train, comment va-t-on faire? Donc, bombardement de la partie est. Bon, donc ça s'appelle en clair une escalade. Oui. On passe de l'Irak au territoire syrien, qui est extrêmement grave, parce que comment faire le distinguo entre les bons rebelles, les méchants rebelles et les forces loyales, puisque si on vient frapper en territoire syrien, c'est aussi pour laisser le champ libre aux bons rebelles, c'est-à-dire en fait c'est une attaque directe dirigée contre ce qu'il est coutumier d'appeler dans la presse le régime de Damas. Je vous corrigerai un peu, François, je pense, en disant que nous avions une présence peut-être militaire, paramilitaire, en tout cas de nos services très tôt. Oui. On a vu qu'il y avait eu des journalistes, notamment une journaliste française, qui avait été tuée d'un tir de mortier, cela avait créé polémique. On avait même parlé de représentants, c'est-à-dire d'agents de nos services qui avaient été faits prisonniers, puis échangés, exfiltrés discrètement. Donc notre engagement musclé, et je ne parle pas ultérieurement de la formation de certains membres de la formation militaire, nous y reviendrons, parce que je pense que c'est un sujet important. Oui, j'avais ces exemples en tête. Ce que je voulais dire, c'est discret à comparer avec maintenant, où là où on frappe de façon ouverte. Après, on va peut-être essayer de décoder ses intentions. J'aimerais rebondir sur l'expression de rebelle modéré que vous utilisez et qui de nouveau revient depuis que la Russie a commencé sa campagne de frappe. Les différents dirigeants des pays qui se disent les amis de la Syrie, des amis qui veulent du bien à la Syrie, accusent les Russes de procéder à des frappes contre des rebelles modérés. Donc, parce qu'on avait dit qu'il faut frapper Daesh, mais pas les autres, seulement Daesh. Alors, cette expression de combattants modérés, il faut le dire d'emblée, c'est une expression cosmétique qui est destinée à l'opinion publique. À l'endormir. Qui n'est jamais expliquée, on ne donne aucun détail. Donc ça permet de maintenir ce mythe des gentils rebelles qu'il faut armer, bien distinguer des méchants daéchiens. C'est pour Daesh, la présentation. Il faut rappeler, Daesh, c'est l'État islamique, qui est lui-même en concurrence, et parfois il y a eu des combats très durs avec Al-Nusra. Al-Nusra soutenu tout à fait officiellement ou officieusement, comme vous voudrez, par les États-Unis, puisque M. McCain est allé rencontrer des responsables d'Al-Nusra. Ça s'est su, c'était en 2014. Sauf que Al-Nusra, c'est Al-Qaïda. Alors, je voudrais qu'on nous explique, mais ça personne ne le dit, ni dans la presse, ni ailleurs, pourquoi Al-Qaïda, qui est censément
le responsable, l'auteur des attentats du World Trade Center, des tours jumelles, serait aujourd'hui les amis et les alliés. Là, il y a quelque chose de phénoménal. Mais ça ne choque personne, apparemment, dans la presse. Et c'est étonnant de voir les dirigeants et les médias continuer à mentir, à essayer de s'adapter. C'est vrai que c'est presque risible d'essayer de suggérer que maintenant le Front Al-Nosra, enfin ce serait pas dit comme ça, hein, mais ce serait limite maintenant le Front Al-Nosra il faut des rebelles modérés. François, il faut apporter une toute petite nuance. Les Américains entraînent, arment, soutiennent par des informations satellitaires, des repérages, les gens de la rébellion modérée, ce qu'on appelait autrefois l'armée syrienne libre, je sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Ceci étant dit, ces gens formés par les Américains passent à Al-Nosra. Donc tout ça, c'est du pareil au même, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais on continue d'entretenir justement la confusion dont vous parliez, l'espèce de mythe d'une bonne rébellion et à côté de ça, une mauvaise rébellion qu'on ne combattrait d'ailleurs que très modérément, sauf quand elle s'appelle Daesh. À ce titre, il faut rapporter un document important qui est totalement ignoré par les grands médias. Il s'agit du rapport des avocatures de janvier 2014, dans lequel sont détaillés les crimes de guerre perpétrés par l'opposition ou les rebelles, enfin ça dépend comment on les appelle. Et ça dresse vraiment un bilan accablant de toutes les fractions de cette rébellion. Il est bien précisé dans ce rapport qu'il est très précis, détaillé, sourcé, c'est réalisé par une équipe professionnalisée, qu'il est impossible, dans les faits sur le terrain, de distinguer les exactions commises par les différentes factions. Qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, qu'il s'agisse du front Jabhat el-Nosra, Jaïch al-Islam, les différentes brigades parrainées par des monarchies du Golfe ou le Daesh. Hein. Alors, François, maintenant il faut quand même aller nous aussi à bride abattue, puisque nous ne pouvons pas, la crise est tellement complexe, tellement diffuse, avec des implications internationales maintenant, qui commencent à être plus qu'inquiétantes, dire que le rôle de la France est quand même étrange. Nous avons relayé les volontés américaines en Libye, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, lorsque nous avons fait tomber la Jamaria libyenne. Mais là, aujourd'hui, Monsieur Fabius semble défendre des intérêts au Proche-Orient qui ne sont absolument pas ceux de la nation française. Et même, non seulement il défend les intérêts, mais il menace même les intérêts français, puisque Daesh, l'État islamique, a menacé de mesures de rétorsion sévères, d'attentats en France, dans la mesure où nous bombarderions. Et c'est ce que nous avons fait directement. Alors, comment expliquer, malgré tout, cet engagement à contresens de nos intérêts vitaux, on peut le dire, par l'Élysée, qui est censément en charge des relations extérieures, des affaires étrangères, et Monsieur Fabius, personnage étrange, équivoque, et qui a déjà maintenant beaucoup de sang sur les mains. Alors je pense que vous avez déjà donné une partie de la réponse en parlant du rôle de Laurent Fabius. Alors, la transition entre le gouvernement, enfin les deux gouvernements qui sont succédés dans cette crise, présidence de Nicolas Sarkozy, présidence de François Hollande, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Donc, on peut pas dire que Laurent Fabius a un rôle qui soit unique. Mais effectivement, c'est une implication extrêmement poussée et trouble. Bon, écoutez, lâchez de mots aux ordres de dire quand même que le front Jabhat el-Nosra fait du bon boulot, quand même, ça c'est quelque chose qui... Oui, c'est ce qu'a dit monsieur. Je vous remercie de le rappeler, il a dit qu'il fait du bon boulot. Ça s'appelle en bon français, ça s'appelle apologie du terrorisme. C'est quand même énorme, ça aussi. Alors, il y a une plainte qui est en train d'être instruite, d'ailleurs, contre Laurent Fabius, justement. Oui, mais pas à ce propos. Si ces propos sont dans la plainte, ces propos sont textuellement cités. Oui, mais ce n'est pas l'objet de la plainte n'est pas les propos de monsieur. Non, enfin ils sont intégrés à cette plainte. Alors de manière générale, on peut évoquer la politique de la France n'est pas indépendante. Il y a le réseau d'alliances dans lequel elle se situe.
le retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est Monsieur Sarkozy. Voilà, donc qui fait que la France, dans ses décisions guerrières ou géopolitiques, est obligée de suivre un ensemble de pays. Mais a priori, dans l'affaire libyenne, les États-Unis étaient tout à fait en retrait. Étaient apparemment en retrait, mais ils fournissaient les missiles, puisque les Français n'en avaient plus, ils les ont fournis très rapidement. Alors pour notre, je dirais, mais là on peut quand même s'engager, pour la honte de la France, il semble que dans cette affaire, nous jouions le rôle d'aboyeur. Chaque fois qu'il s'agit de proférer les accusations les plus outrées, les plus monstrueuses contre le régime syrien, des formations contre les autorités syriennes, et même quand l'heure semble à l'apaisement, les instances qui vont prononcer les déclarations les plus belliqueuses et qui engagent la réputation de la France, ça va être des personnages comme Laurent Fabius. Alors, on va peut-être conclure sur le chapitre français en disant que la réputation de la France avec un président tel que celui que nous avons la chance d'avoir ne peut pas être plus basse, cette réputation. D'ailleurs, le pays est en train de plonger à la verticale, nous en rendons compte, et pas seulement du point de vue diplomatique, mais du point de vue économique, industriel, etc., etc. Alors, que se passe-t-il exactement en Syrie aujourd'hui ? On vient de voir la Russie entrer dans la danse, bombarder, faire en l'espace de quelques jours plus de dégâts contre l'État islamique avec 6 avions que n'en a fait la coalition dirigée par les Américains avec 400 appareils. Donc là aussi, c'est un puissant révélateur d'une politique en trompe-l'œil. Oui, le président Hollande a dit qu'il fallait lutter contre Daesh, donc en Syrie, par des frappes aériennes. Bon, sans soutien au sol, ce qui limite leur efficacité, mais soit. Les Russes, par le jeu d'alliance, sont opposés à la France, peuvent être considérés comme même des ennemis, il faut voir le ton qui est employé. Mais la France, si on est cohérent, la France devrait se réjouir que la Russie mène des frappes en Syrie, vu qu'elle va permettre d'éradiquer les États-Unis aussi, et de prévenir des attentats. Donc les frappes russes en Syrie sont un puissant révélateur du caractère mensonger des politiques qui ont été poursuivies jusqu'ici. D'ailleurs, on peut penser, vous allez me dire si je me trompe, cher François, que les frappes françaises ont essayé, sachant que les Russes avaient un dispositif en préparation, ont essayé de couper à la dernière minute l'herbe sous le pied des Russes, puisque les Russes appliquent la doctrine de M. Hollande, celle de la légitime défense. Il y aurait 2000 combattants tchétchènes qui ne veulent pas voir revenir chez eux. 2 guerres de Tchétchénie successives leur a suffi. D'ailleurs, actuellement, M. Ahmed Kadyrov, je crois, le président tchétchène, sollicite M. Poutine pour envoyer des troupes combattre au sol. De même qu'il y a des rumeurs insistantes sur la participation de la Chine, puisqu'il y a la plupart des cadres de Daesh sont des cadres ouïghours, donc des musulmans turcophones du Xinjiang, qui combattraient, et les Chinois n'ont pas du tout envie de voir se développer des vagues d'attentats sur leur propre territoire. Donc, oui, alors c'est un point qui est important à rappeler. Pour comprendre l'engagement de pays comme la Russie et la Chine, il ne s'agit pas seulement de conserver une sphère d'influence, il s'agit aussi d'empêcher à l'avenir que des combattants reviennent en Tchétchénie, légitime défense en Chine. C'est-à-dire qu'on va combattre en Syrie le mal qui pourrait se venir. C'est la doctrine américaine de la guerre préventive. Et encore une fois, j'insiste, de la légitime défense façon Hollande. Toujours est-il qu'on avait une internationalisation du conflit dès le départ, de par la diversité des origines des combattants. Il y avait des Yéménites, des Somaliens, des Algériens, des Tunisiens, enfin tout ce que l'on voulait, des Turcs. Mais maintenant, c'est internalisation des puissances intervenantes. Et là, les choses commencent à devenir inquiétantes. Oui, non, mais inquiétantes, je me répète, à telle enseigne que M. Obama essaye lui aussi de calmer le jeu, qui a eu cette rencontre aux Nations Unies. Une rencontre récente donc ça c'était aujourd'hui, je crois, qui est prévue entre François Hollande et Recep Tayyip Erdogan. Il y a eu le voyage de Benjamin Netanyahu. On assiste à un ballet diplomatique voilà, extraordinaire.
Donc là, c'est là ce qui montre le côté dramatique de ce à quoi on est en train d'assister, avec une issue qui est incertaine. Là, on a l'impression de se retrouver vraiment au dernier acte d'une pièce de théâtre, avec tous les acteurs qui étaient discrets ou actifs dès le départ, qui se retrouvent finalement au même visage endroit, découvert, tous ensemble, à visage découvert, et là qui se retrouvent engagés sur le sol syrien. Pour montrer les caractères oppressant, oppressif et bientôt peut-être tragique de cette montée aux extrêmes, Ankara, le ministère des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur russe parce qu'il y aurait eu une incursion d'appareils de combat russes sur le territoire turc. Tout cela ne serait rien. On ne verra pas de l'information apparaître dans la presse, mais vraisemblablement, il y aurait eu aussi une rencontre avec des appareils de la chasse israélienne, au moins 3 appareils, qui auraient été reconduits, qui seraient repartis la queue entre les jambes vers le territoire israélien, poursuivis par des Sukhoi 30, qui sont des avions de la dernière génération. Et donc l'incident, il y a eu d'ailleurs des contacts entre les états-majors russes et américains pour éviter toute rencontre inopinée, inopportune et tout incident qui serait de taille internationale. Alors oui, c'est très important de préciser cela si on veut comprendre ce qui peut se passer. Ce qui est en jeu aujourd'hui. Cette ligne directe qui a été établie entre les 2 états-majors montre quand même si on assiste objectivement à une escalade, que les 2 camps ne veulent pas forcément s'engager dans une déflagration. Ils sont sur le terrain, dans un magasin de porcelaine. Mais il y a une confrontation. Il y a des confrontations, mais... Non, il y a une confrontation, mais vous avez parfaitement raison, François. Je vous rends tout de suite la parole. Ni Obama ni Poutine ne veulent véritablement de choc, ni de choc frontal, ni même de choc indirect. Au contraire, l'un et l'autre chercheraient plutôt à aujourd'hui à trouver une solution politique, mais cette solution politique achoppe. La doctrine officielle des États-Unis, c'est le régime change, c'est-à-dire le départ de Bachar el-Assad, et les Russes veulent une transition qui impliquerait justement l'actuelle présidence syrienne. Donc là, il y a pour l'instant, il y a encore un fossé qu'il est difficile de combler. Oui, la France est impliquée très tôt dans le conflit syrien. Ça fait partie des États qui se sont engagés le plus fortement. Alors quand on parle des États, il s'agit d'un ensemble en fait. On ne parle pas seulement des engagement pas seulement sur le terrain. Ouais. De façon occulte, confidentielle, secrète, mais également diplomatiquement. C'est surtout ça. Oui, alors diplomatiquement, et je rajouterais médiatiquement, car ces entités fonctionnent ensemble. Oui, c'est le thème de votre livre. Oui. Donc on a vu dès le début des événements une couverture médiatique extrêmement à charge de diabolisation des autorités syriennes et de son président. On peut parler de guerre médiatique. De guerre médiatique. On présente ces événements comme s'inscrivant dans le fil des printemps arabes. Une couverture médiatique unilatérale qui est couplée sur le terrain, et là on parle de la France, de l'organisation de nombreux événements sur le sol français, dont je détaille un grand nombre dans mon livre, qui vise à installer l'opinion dans un certain état d'esprit, d'hostilité. Bachar est un monstre, et Poutine est un tyran. Voilà. Alors, maintenant, il y a les décisions concrètes qui marquent vraiment une implication. Alors, il y a 2 exemples. On pourrait prendre, par exemple, celui de la reconnaissance du Conseil national syrien en octobre 2011. Oui, mais qui va capoter tout de suite, ce Conseil national syrien, les uns après les autres. Oui, alors ça va être... Ils sont inexistants, ils se tirent dans les pattes. Exactement, voilà. C'est une structure. Il faut voir d'ailleurs. Démission en cascade. Il faut voir sa crédibilité au niveau international. Il a été reconnu, ce CNS, au début, par 7 États. Il existe toujours en tant que structure, même si ça a perdu toute crédibilité, ça n'est toujours soutenu que par 7 États. Deuxième événement c'est très hautement symbolique que l'on peut rapporter quant à l'implication de la France,
c'est la décision. La France, de nouveau, était le premier État au monde à décider l'expulsion de l'ambassadeur syrien, donc suite au massacre de Oula du 25 mai 2012. Donc il est avéré aujourd'hui qu'il s'agit d'une opération sous faux drapeau perpétrée par les rebelles. Donc en plus une décision qui est prise à partir d'éléments d'information manipulés. Pour rappel, vu que de nombreux événements se sont enchaînés, empilés les uns sur les autres, donc on a tendance à oublier des épisodes cruciaux. Le massacre de Oula du 25 mai de 2012, il s'agit d'un épisode au cours duquel 108 personnes ont été massacrées, présentées dans des alignements dans je crois que c'est une mosquée. La ville de Oula se situe à une dizaine de kilomètres de Homs, pour voir la configuration géographique. Et on sait maintenant que ces gens ont été massacrés dans une autre localité qui s'appelle Taldou, des familles qui étaient en fait des soutiens au régime ou chiites, et qui ont été imputés au régime. Qui ont été assassinés. Alors il faut préciser quand même ces méthodes qui ont été assassinées par parentèle. C'est-à-dire que les groupes terroristes arrivent dans une maison, ils ne touchent pas aux autres, mais ils vont tuer tout le monde. Les vieillards, les femmes, les enfants, toute une famille comme ça peut disparaître. Et les alignements qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le massacre de Oula, donc ce sont ces 3 ou 4 familles comme ça étendues qui ont été présentes. Et il y a eu une autre opération encore plus grandiose qui est celle de la Ghouta de Damas avec attaque au gaz, ce qui a valu d'ailleurs une émotion internationale, une vague d'horreur qui s'est propagée, mais qui n'a pas atteint les buts que cette opération se proposait. Oui, le but affiché clairement de cette opération, c'était d'amener le renversement du régime, de susciter l'émotion, l'indignation de l'opinion publique pour justifier enfin une expédition punitive. Les dirigeants occidentaux, des gens comme Laurent Fabius, ont répété à plusieurs reprises par la suite qu'ils regrettaient que cet épisode n'ait pas porté ses fruits. Alors j'ajouterais qu'on en a fait une affaire personnelle contre Bachar el-Assad, en oubliant de dire que le pouvoir des Assad, père et fils, est un pouvoir effectivement clanique, je dis bien clanique, ce n'est pas tous les alaouites. Mais c'est aussi le pouvoir d'un parti qui est le parti Baas, le même parti qui était au pouvoir avec Saddam Hussein et le Conseil révolutionnaire. C'est-à-dire, ce sont des socialistes, patriotes, nationaux, arabes. Et ça, ce qui est étrange, c'est qu'on ne parle jamais du parti Baas, qui est quand même la structure d'État avec un parlement, alors qu'on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un dictateur qui n'a jamais été élu, qui ne procède à sans aucune institution, un dictateur hors sol, une sorte d'autocrate. Oui. On se croirait dans un film hollywoodien, avec au sommet de la pyramide un grand méchant affreux, et son régime. Voilà, alors le régime, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, un régime à la botte. C'est une entité, une nébuleuse, quelque chose d'obscur. Et en bas, les sbires, les chabihas, les hommes de l'ombre. Les hommes de main, voilà, les hommes de main, les séides, les séides du parrain. Alors, il faut préciser en plus que cette présentation du régime et de Bachar el-Assad n'a rien d'original, vu que c'est un copier-coller de ce qu'on observait par la propagande qui présentait de la même façon Muammar Kadhafi, Saddam Hussein, maintenant Vladimir Poutine, autrefois ou Ahmadinejad, en déformant les propos, en les tronquant, en falsifiant. François, nous vivons sous l'empire du mensonge, et du mensonge permanent. Ah oui, là. Et les journalistes n'ont pas honte. C'est alors, la question de l'implication journalistique, si là vous évoqueriez une conscience morale, alors peut-être que certains journalistes conservent quand même une conscience morale, sont un peu frustrés de ne pas pouvoir rapporter toutes sortes d'événements qui sont autrement plus Ceux-là sont rapidement évacués de la scène médiatique. Voilà, mais les autres, la question se pose sérieusement il faut avancer des mots forts, hein, de leur complicité. De leur complicité dans la couverture des événements. Qu'elle soit passive, complicité passive ou active. Voilà, dans la diffusion de mensonges. Et la question de la complicité du média du système médiatique avec le phénomène terroriste,
c'est-à-dire une espèce d'alliance objective de fait entre le Daesh sur le terrain et la désinformation de ces médias. Peut-être qu'un jour viendra le moment de demander des comptes et d'en rendre. Il existe en France une loi qui est relative à la diffusion de fausses nouvelles, et ceux qui auront été très loin dans ce travail de désinformation, il existe également un texte relatif à la désinformation, devront peut-être au moins symboliquement rendre des comptes, ou plus. Il faut espérer un retournement de tendance. Bon, alors, situation à l'heure actuelle, que se passe-t-il en Syrie? Nous avons parlé des incidents aériens qui se multiplient, de la volonté certainement russe d'installer no-fly zone, c'est-à-dire une zone d'interdiction aérienne, qui vaudrait aussi bien pour les appareils turcs, les appareils israéliens, que les appareils américains, le cas échéant. Toujours est-il que cette internationalisation du conflit, cette fois qui n'est plus seulement propre aux combattants fournissant les rangs de Daesh, et on s'aperçoit que depuis un an que dure septembre 2014, que durent les frappes américaines ou alliées on va pas dire alliées de la coalition américaine. Le territoire de Daesh s'est étendu jusqu'à occuper maintenant, à couvrir plutôt la moitié du territoire syrien, et que les recrutements augmentent constamment. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de combattants nouveaux qui arrivent en permanence. Et Daesh se vante, d'ailleurs, est-ce une vantardise, mais c'est une vantardise qui serait assez cohérente et logique, que 4000 de ces combattants seraient déjà infiltrés en Europe. Donc, quand on parle d'internationalisation, on n'est vraiment pas très loin de la vérité. Alors on peut faire le parallèle entre le massacre de Oula et le massacre chimique donc, du 21 août 2013, dans la mesure où c'était des casus belli de gravité croissante qui devaient amener une intervention militaire. Et on peut comparer l'affaire des armes chimiques à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, car nous étions dans une situation de tension extrêmement grave, où déjà à l'époque il y avait le risque d'un embrasement de la région. On parlait Et on peut dire qu'il y a un parallèle à faire avec le micro-massacre de Ratchak, qui là aussi était une véritable construction. Ratchak, c'était au Kosovo, enfin en territoire albanophone, et ce qui a permis le déclenchement des frappes de l'OTAN pendant 2 mois ou 3 mois sur la fédération yougoslave, et donc la fameuse guerre, cette nouvelle guerre des Balkans. Oui, ces massacres manipulés, aussi extraordinaires que ça paraisse aux gens qui ne sont pas avertis de ces procédés, ce ne sont pas l'exception dans ce genre de conflit. L'instrumentalisation des massacres pour déclencher des guerres depuis une vingtaine d'années. Et la fabrication de massacres c'est artificiels. La règle. C'est la règle, c'est une vieille ficelle, c'est une grosse ficelle, mais ce sont encore celles-là qui marchent le mieux. On pourrait redouter, dans ces circonstances, puisque les gens qui mettent en œuvre ce genre de massacres manipulés n'ont pas été arrêtés, sont toujours à la manœuvre, conservent les mêmes intentions, on ne voit pas pourquoi ils reculeraient devant l'organisation d'un nouveau type d'événement vraiment d'une toute autre ampleur. En France, par exemple possible. Quelque chose qui serait des proportions des attentats du 11 septembre 2001. Si on imagine mal qu'une confrontation entre des chasseurs, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, puisse aboutir sur le déclenchement d'un conflit mondial, d'autant que les états-majors essaient de se coordonner à un minimum pour qu'une bavure ne prenne pas trop d'ampleur, on ne sait pas. Il est tout à fait possible qu'un événement extrêmement grave, des proportions du 11 septembre 2001, dans ce contexte explosif actuel, puisse intervenir et servir comme détonateur. Oui, comme par le passé, pour déclencher d'autres guerres, comme le détonateur de quelque chose d'extrêmement grave. Écoutez, ça sera peut-être notre mot de conclusion, François. Donc François Belliot, Guerre en Syrie, le mensonge organisé des médias et des politiques françaises, c'est le volume 1, le volume 2 doit paraître incessamment sous peu aux éditions Sigest, et puis sur la genèse de la crise syrienne, de la révolution à la guerre, printemps et automne arabe, Jean-Michel Vernochet, aux éditions de l'Infini.
Vous devez trouver ça dans des librairies comme la librairie des Citres, sinon bien allez sur Internet aux éditions de l'Infini. Merci à vous. À la semaine prochaine, c'est parce que le feuilleton va se poursuivre et donc je crois que la crise syrienne va nous occuper pendant encore longtemps, malheureusement. Malheureusement, effectivement. Merci François, au revoir à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Des vagues d'attentats sur leur propre territoire. Donc, oui, alors c'est effectivement, ça c'est un point qui est important à rappeler. Pour comprendre l'engagement de pays comme la Russie et la Chine, il ne s'agit pas seulement de conserver une sphère d'influence, il s'agit aussi d'empêcher à l'avenir que des combattants reviennent en Tchétchénie, légitime défense, en Chine. C'est-à-dire qu'on va combattre en Syrie le mal qui pourrait se venir. C'est la doctrine américaine de la guerre préventive et encore une fois, j'insiste, de la légitime défense façon Hollande. Toujours est-il qu'on avait une internationalisation du conflit dès le départ de par la diversité des origines des combattants. Il y avait des Yéménites, des Somaliens, des Algériens, des Tunisiens, enfin tout ce que l'on voulait, des Turcs. Mais maintenant, c'est internalisation des puissances intervenantes. Et là, les choses commencent à devenir inquiétantes. Oui, non, mais inquiétantes, je me répète. À telle enseigne que M. Obama essaye lui aussi de calmer le jeu, qui a eu cette rencontre aux Nations Unies. Une rencontre récente avec, donc ça c'était aujourd'hui, je crois, qui est prévue entre François Hollande et Recep Tayyip Erdogan. Il y a eu le voyage de Benjamin Netanyahu. On assiste à un ballet Moscou. diplomatique extraordinaire. Donc c'est là ce qui montre le côté dramatique de ce à quoi on est en train d'assister, avec une issue qui est incertaine. Là, on a l'impression de se retrouver vraiment au dernier acte d'une pièce de théâtre, avec tous les acteurs qui étaient discrets ou actifs dès le départ, qui se retrouvent finalement au même visage endroit, découvert, tous ensemble, à visage découvert, et là qui se retrouvent engagés sur le sol syrien. Pour montrer le caractère oppressant, oppressif et bientôt peut-être tragique de cette montée aux extrêmes, Ankara, le ministère des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur russe parce qu'il y aurait eu une incursion d'appareils de combat russes sur le territoire turc. Tout cela ne serait rien. On ne verra pas de l'information apparaître dans la presse, mais vraisemblablement, il y aurait eu aussi une rencontre avec des appareils de la chasse israélienne, au moins 3 appareils, qui auraient été reconduits, qui seraient repartis la queue entre les jambes vers le territoire israélien, poursuivis par des Sukhoi 30, qui sont des avions de la dernière génération. Et donc, l'incident, il y a eu d'ailleurs des contacts entre les états-majors russes et américains pour éviter toute rencontre inopinée, inopportune et tout incident qui serait de taille internationale. Alors oui, c'est très important de préciser cela si on veut comprendre ce qui peut se passer. Cette ligne directe qui a été établie entre les deux états-majors montre quand même si on assiste objectivement à une escalade, que les deux camps ne veulent pas forcément s'engager dans une déflagration. Ils sont sur le terrain, dans un magasin de... Mais il y a une confrontation. Il y a des confrontations, mais... Non, il y a une confrontation, mais vous avez parfaitement raison, François. Je vous rends tout de suite la parole. Ni Obama ni Poutine ne veulent véritablement de choc, ni de choc frontal, ni même de choc indirect. Au contraire, l'un et l'autre chercheraient plutôt aujourd'hui à trouver une solution politique, mais cette solution politique achoppe. La doctrine officielle des États-Unis, c'est le régime change, c'est-à-dire le départ de Bachar el-Assad, et les Russes veulent une transition qui impliquerait justement l'actuelle présidence syrienne. Donc là, il y a pour l'instant, il y a encore un fossé qu'il est difficile de combler. Oui, la France est impliquée très tôt dans le conflit syrien. Ça fait partie des États qui se sont engagés le plus fortement. Alors quand on parle des États, il s'agit d'un ensemble en fait. On ne parle pas sellement de... Oui, et engagement pas seulement sur le terrain
de façon occulte, confidentielle, secrète, mais également diplomatiquement. C'est surtout ça. Oui, alors diplomatiquement, faut insister sur ce point. et je rajouterais médiatiquement, Oui. car ces entités fonctionnent ensemble. Oui, c'est le thème de votre Voilà, livre. oui. Donc on a vu, dès le début des événements, une couverture médiatique extrêmement à charge de diabolisation des autorités syriennes et de son président. On peut parler de guerre médiatique. De guerre médiatique. On présente ces événements comme s'inscrivant dans le fil des printemps arabes. Une couverture médiatique unilatérale qui est couplée sur le terrain, et là on parle de la France, de l'organisation de nombreux événements sur le sol français, dont je détaille un grand nombre dans mon livre, qui vise à installer l'opinion dans un certain état d'esprit, d'hostilité. Bachar absolue. est un monstre, Voilà. et Poutine est un tyran. Voilà. Alors, maintenant, il y a les décisions concrètes qui marquent vraiment une implication. Alors, il y a deux exemples. On pourrait prendre, par exemple, celui de la reconnaissance du Conseil national syrien en octobre 2011. Oui, mais qui va capoter tout de suite ce Conseil national syrien, les uns après les autres. Oui, alors ça va être... Ils sont inexistants, ils se tirent dans les pattes. Exactement, voilà. C'est une structure. Il faut voir d'ailleurs. Démission en cascade. Il faut voir sa crédibilité au niveau international. Il a été reconnu, ce CNS, au début, par 7 États. Il existe toujours en tant que structure, même si ça a perdu toute crédibilité, ça n'est toujours soutenu que par 7 États. Deuxième événement c'est très hautement symbolique que l'on peut rapporter quant à l'implication de la France, c'est la décision. La France, de nouveau, était le premier État au monde à décider l'expulsion de l'ambassadeur. Point. Donc là, on est passé au confusionnisme, ni Bachar, ni Daesh. Et là, on arrive à une phase là qui est vraiment extrêmement étrange, où, alors qu'il y a cette implication de la France de façon feutrée mais certaine dans le conflit syrien, pour appeler à la chute de ce régime et l'instauration de la démocratie. Donc la France a décidé de mener des frappes aériennes sur le sol syrien. Donc suite à une illumination du président Hollande qui, suite à l'attaque du Thalys, donc le 21 août dernier, se serait rendu compte que on frappe en Irak, mais c'est pas suffisant, parce que si jamais ils nous attaquent depuis la Syrie, si jamais un loup solitaire veut aller dans un Thalys attaquer un train, comment va-t-on faire? Donc bombardement de la partie est. Donc ça s'appelle en clair une escalade. Oui. On passe de l'Irak au territoire syrien, qui est extrêmement grave, parce que comment faire le distinguo entre les bons rebelles, les méchants rebelles et les forces loyales, puisque si on vient frapper en territoire syrien, c'est aussi pour laisser le champ libre aux bons rebelles, c'est-à-dire en fait c'est une attaque directe dirigée contre ce qu'il est coutumier d'appeler dans la presse le régime de Damas. Je vous corrigerai un peu, François, je pense, en disant que nous avions une présence peut-être militaire, paramilitaire, en tout cas de nos services très tôt. Oui. On a vu qu'il y avait eu des journalistes, notamment une journaliste française, qui avait été tuée d'un tir de mortier, cela avait créé polémique. On avait même parlé de représentants, c'est-à-dire d'agents de nos services qui avaient été faits prisonniers, puis échangés, exfiltrés discrètement. Donc notre engagement musclé, et je ne parle pas ultérieurement de la formation de certains membres de la formation militaire, nous y reviendrons, parce que je pense que c'est un sujet important. Oui, j'avais ces exemples en tête. Ce que je voulais dire, c'est discret à comparer avec maintenant, où là où on frappe de façon ouverte. Après, on va peut-être essayer de décoder ses intentions. J'aimerais rebondir sur l'expression de rebelle modéré que vous utilisez et qui de nouveau revient depuis que la Russie a commencé sa campagne de frappe. Les différents dirigeants des pays qui se disent les amis de la Syrie, des amis qui veulent du bien à la Syrie, accusent les Russes de procéder à des frappes contre des rebelles modérés. Donc, parce qu'on avait dit qu'il faut frapper Daesh, mais pas les autres, seulement Daesh. Alors, cette expression de combattants modérés, il faut le dire d'emblée, c'est une expression cosmétique qui est destinée à l'opinion publique. À l'endormir. Qui n'est jamais expliquée, on ne donne aucun détail.
Donc ça permet de maintenir ce mythe des gentils rebelles qu'il faut armer et bien distinguer des méchants daéchiens. Voilà, c'est pour la présentation. Il faut rappeler, Daesh, c'est l'État islamique, qui est lui-même en concurrence, et parfois il y a eu des combats très durs avec Al-Nusra. Al-Nusra, soutenu tout à fait officiellement ou officieusement, comme vous voudrez, par les États-Unis, puisque M. McCain est allé rencontrer des responsables d'Al-Nusra. Ça s'est su, c'était en 2014. Sauf que Al-Nusra, c'est Al-Qaïda. Alors, je voudrais qu'on nous explique, mais ça personne ne le dit, ni dans la presse ni ailleurs, pourquoi Al-Qaïda, qui est censément le responsable, l'auteur des attentats du World Trade Center, des tours jumelles, serait aujourd'hui les amis et les alliés. Là, il y a quelque chose de phénoménal. Mais ça ne choque personne, apparemment, dans la presse. Et c'est étonnant de voir les dirigeants et les médias continuer à mentir, à essayer de s'adapter. C'est vrai que c'est presque risible d'essayer de suggérer que maintenant le front Al-Nusra, enfin ce serait pas dit comme ça, mais ce serait limite maintenant le front Al-Nusra il faut des rebelles modérés. François, il faut apporter une toute petite nuance. Les Américains entraînent, arment, soutiennent par des informations satellitaires, des repérages, les gens de la rébellion modérée, ce qu'on appelait autrefois l'armée syrienne libre, je sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Ceci étant dit, ces gens formés par les Américains passent à Al-Nusra. Donc tout ça, c'est du pareil au même, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais on continue d'entretenir justement la confusion dont vous parliez, l'espèce de mythe d'une bonne rébellion et à côté de ça, une mauvaise rébellion qu'on ne combattrait d'ailleurs que très modérément, sauf quand elle s'appelle Daesh. À ce titre, il faut rapporter un document important qui est totalement ignoré par les grands médias. Il s'agit du rapport des avocatures de janvier 2014, dans lequel sont détaillés les crimes de guerre perpétrés par l'opposition, ou les rebelles, enfin, je ne sais pas encore comment on les appelle. Et ça dresse vraiment un bilan accablant de toutes les fractions de cette rébellion. Il est bien précisé dans ce rapport qu'il est très précis, détaillé, sourcé, c'est réalisé par une équipe professionnalisée, qu'il est impossible, dans les faits sur le terrain, de distinguer les exactions commises par les différentes factions. Qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, qu'il s'agisse du front Jabhat el-Nusra, Jaïch al-Islam, les différentes brigades parrainées par des monarchies du Golfe ou le Daesh. Alors, François, maintenant il faut quand même aller nous aussi à bride abattue, puisque nous ne pouvons pas, la crise est tellement complexe, tellement diffuse, avec des implications internationales. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bonjour François Belliot, que bonjour. Nous accueillons, je dis nous accueillons. François Belliot est l'auteur, tout de suite, on va le dire, d'un livre qui est éminemment d'actualité brûlante, Guerre en Syrie, le mensonge organisé des médias et des politiques français. Mais je pense que ce livre va plus loin, puisque pour parler du mensonge des médias, qui est un mensonge universel, un mensonge écrasant, il faut bien décortiquer le contexte. Alors, nous allons parler donc de la Syrie, de cette Syrie qui est en crise, avec une montée croissante et même presque exponentielle des périls. Les questions qui se posent et ce dont nous allons débattre, c'est de savoir ce qui se passe exactement, comment essayer de démêler les différents fils qui composent l'imbroglio syrien, savoir quels sont les rôles respectifs des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, même voire d'Israël et de la Chine. Et puis, in fine, peut-être nous poser la question, parce qu'elle n'est pas neutre, de savoir ce que la France vient faire dans cette galère, parce que c'est réellement une galère galérante qui pourrait déboucher, beaucoup en parlent, sur la Troisième Guerre mondiale, mais sans déflorer le sujet, on peut se dire peut-être que la Troisième Guerre mondiale est déjà déclenché et que son premier foyer se trouve entre la Syrie et l'Ukraine. François Belliot, bonjour. Bonjour. Alors,
Première question, on peut peut-être commencer à tout mauvais seigneur, mauvais honneur, commencer par la France. Qu'allons-nous faire dans cette galère? Alors c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce que fait la France en ce moment, enfin les décisions de l'État français. Cette incohérence apparaît manifeste si on voit le déroulement de la crise. Ça fait quand même 4 ans plus maintenant qu'on est sur place à essayer de faire tomber ce régime. Et là, on atteint vraiment le seuil de l'invraisemblance, car la propagande anti-syrienne a varié au fil du temps. C'est-à-dire que les événements s'enchaînant, on a été obligé de réadapter la présentation des événements qu'on faisait aux Français. Une première phase où on disait qu'il n'y avait aucun terroriste sur place. Bon, François, je vous arrête tout de suite. Vous avez dit quelque chose d'important, faire tomber ce régime. 4 ans, ça démarre en 2011, donc tout de suite, d'entrée de jeu, vous nous dites que le rôle de la France n'a pas été neutre, n'a pas été celui d'un observateur, mais qu'il s'est agi de faire tomber le régime, je dirais presque comme nous l'avons fait, mais par d'autres moyens, des moyens plus discrets, plus déguisés, de faire ce que nous avions fait en Libye. Oui, donc, oui. Vous allez me dire si je me trompe, cette révolution dite populaire, dans la foulée, dans le droit fil des printemps arabes, n'était pas une révolution spontanée, mais une révolution qui a tout de suite été soutenue de l'extérieur. Oui. Alors vous en avez vous-même parlé dans un ouvrage qui est paru aux éditions de l'Infini. Oui. Donc les printemps arabes. Printemps et automne arabes, de la révolution à la guerre. Effectivement, je vous remercie de le citer. La France s'est engagée dans ce conflit. Sans doute pas par hasard, et pas parce que le terrorisme s'est manifesté en France, ce qui justifierait la réaction de légitime défense dont parle M. Hollande aujourd'hui, mais que nous étions partie prenante du conflit dès le départ, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple révolte populaire, que tout de suite cette crise a été internationalisée, et que cette internationalisation n'a plus que monté en puissance. Je montre pour nos spectateurs ce livre de la Révolution à la guerre, de Printemps et automne arabes, qui est paru aux éditions de l'Infini en 2013, si je me souviens bien, mais qui parcourt justement toute l'émergence de ces crises, tous ces bouleversements, Alors, je pense, François Belliot, qu'il faut insister sur ce point d'un engagement très précoce, qu'aujourd'hui nous semblons agir et réagir, comme l'a dit le président Hollande en légitime défense, mais qu'en fait nous étions partie prenante de ce conflit de façon discrète et de façon extrêmement prématurée, pour ne pas dire préméditée. Oui, alors ça ne se traduit pas par une présence militaire sur le terrain, ce n'est pas un engagement direct. Les médias ensuite, les politiques eux-mêmes peuvent présenter la chose en disant qu'ils ne sont pas impliqués, mais il suffit, sans même parler d'opérations au sol ou même d'opérations des services de renseignement, il suffit, donc je vais continuer sur la propagande anti-syrienne, de voir toutes ces présentations mensongères successives, un menteur qui change de version au fil du temps et qui donc se rend d'autant plus repérable et montre son implication. Donc après une première phase négationniste, il n'y a pas de terroristes. Une deuxième phase, cette fois conspirationniste, où on va prétendre que le régime aurait libéré les islamistes pour instrumenter le terrorisme. Cela a duré pendant 3 ans. Une troisième phase ensuite, depuis l'implication de Daesh, c'est bien difficile à un moment d'expliquer que Bachar el-Assad s'est allié avec le Daesh pour massacrer son propre peuple. On peut soutenir cette version, mais jusqu'à un certain moment. Maintenant, qui commence à être plus qu'inquiétante, dire que le rôle de la France est quand même étrange. Nous avons relayé les volontés américaines en Libye, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, lorsque nous avons fait tomber la Jamaria libyenne. Mais là, aujourd'hui, Monsieur Fabius semble défendre des intérêts au Proche-Orient qui ne sont absolument pas ceux de la nation française. Et même, non seulement il défend les intérêts, mais il menace même les intérêts français, puisque Daesh, l'État islamique,
islamique, a menacé de mesures de rétorsion sévères, d'attentats en France, dans la mesure où nous bombarderions. Et c'est ce que nous avons fait directement. Alors, comment expliquer, malgré tout, cet engagement à contresens de nos intérêts vitaux, on peut le dire, par l'Élysée, qui est censément en charge des relations extérieures, des affaires étrangères, et Monsieur Fabius, personnage étrange, équivoque, et qui a déjà maintenant beaucoup de sang sur les mains. Alors vous avez, je pense que vous avez déjà donné une partie de la réponse en parlant du rôle de Laurent Fabius. Alors la transition entre le gouvernement, enfin les deux gouvernements qui sont succédés dans cette crise, présidence de Nicolas Sarkozy, présidence de François Hollande, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Donc on peut pas dire que Laurent Fabius a un rôle qui soit unique. Mais effectivement, c'est une implication extrêmement poussée et trouble. Bon, écoutez, lâchez de mots. Aux ordres de dire quand même que le front à Jabhat el-Nosra fait du bon boulot, quand même, ça c'est quelque chose Oui, c'est ce qu'a dit monsieur. Je vous remercie de le rappeler. Il a dit qu'il fait du bon boulot. Ça s'appelle en bon français, ça s'appelle l'apologie du terrorisme. C'est quand même énorme, ça aussi. Alors, il y a une plainte qui est en train d'être instruite, d'ailleurs, contre Laurent Fabius, justement. Oui, mais pas à ce propos. Si ces propos sont dans la plainte, ces propos sont textuellement cités. Oui, mais ce n'est pas l'objet de la plainte n'est pas les propos de monsieur. Non, enfin ils sont intégrés à cette plainte. Alors de manière générale, on peut évoquer la politique de la France n'est pas indépendante. Il y a le réseau d'alliances dans lequel elle se situe. Le retour dans le commandement intégré de l'OTAN, ça c'est Monsieur Sarkozy, voilà, donc qui fait que la France, dans ses décisions guerrières ou géopolitiques, est obligée de suivre un ensemble de pays. Mais a priori, dans l'affaire libyenne, les États-Unis étaient tout à fait en retrait. Était apparemment en retrait, mais ils fournissaient les missiles, puisque les Français n'en avaient plus, ils les ont fournis très rapidement. Alors, pour notre, mais là, on peut quand même s'engager, pour la honte de la France, il semble que dans cette affaire, nous jouions le rôle d'aboyeur. Chaque fois qu'il s'agit de proférer les accusations les plus outrées, les plus monstrueuses contre le régime syrien, des formations contre les autorités syriennes, et même quand l'heure semble à l'apaisement, les instances qui vont prononcer les déclarations les plus belliqueuses et qui engagent la réputation de la France, ça va être des personnages comme Laurent Fabius. Alors, on va peut-être conclure sur le chapitre français en disant que la réputation de la France avec un président tel que celui que nous avons la chance d'avoir ne peut pas être plus basse, cette réputation. D'ailleurs, le pays est en train de plonger à la verticale, nous en rendons compte, et pas seulement du point de vue diplomatique, mais du point de vue économique, industriel, etc., etc. Alors, que se passe-t-il exactement en Syrie aujourd'hui ? On vient de voir la Russie entrer dans la danse, bombarder, faire en l'espace de quelques jours plus de dégâts contre l'État islamique avec 6 avions que n'en a fait la coalition dirigée par les Américains avec 400 appareils. Donc là aussi, c'est un puissant révélateur d'une politique en trompe-l'œil. Oui, le président Hollande a dit qu'il fallait lutter contre Daesh, donc en Syrie, par des frappes aériennes. Bon, sans soutien au sol, ce qui limite leur efficacité, mais soit. Les Russes, par le jeu d'alliance, sont opposés à la France, peuvent être considérés comme même des ennemis, il faut voir le ton qui est employé. Mais la France, si on est cohérent, la France devrait se réjouir que la Russie mène des frappes en Syrie, vu qu'elle va permettre d'éradiquer les États-Unis aussi, et de prévenir des attentats. Donc les frappes russes en Syrie sont un puissant révélateur du caractère mensonger des politiques qui ont été poursuivies jusqu'ici. D'ailleurs, on peut penser, vous allez me dire si je me trompe, cher François, que les frappes françaises ont essayé, sachant que les Russes avaient un dispositif en préparation, ont essayé de couper à la dernière minute l'herbe sous le pied des Russes, puisque les Russes appliquent la doctrine de M. Hollande, celle de la légitime défense. Il y aurait 2000 combattants tchétchènes
qu'ils ne veulent pas voir revenir chez eux. Deux guerres de Tchétchénie successives leur a suffi. D'ailleurs, actuellement, M. Ahmed Kadyrov, je crois, le président tchétchène, sollicite M. Poutine pour envoyer des troupes combattre au sol. De même qu'il y a des rumeurs insistantes sur la participation de la Chine, puisqu'il y a la plupart des cadres de Daesh sont des cadres ouïghours, donc des musulmans turcophones du Xinjiang, qui combattraient, et les Chinois n'ont pas du tout envie de voir se développer. Syrien, donc suite au massacre de Oula du 25 mai 2012, donc il est avéré aujourd'hui qu'il s'agit d'une opération sous faux drapeau perpétrée par les rebelles, donc en plus une décision qui est prise à partir d'éléments d'information manipulés. Pour rappel, vu que de nombreux événements se sont enchaînés, empilés les uns sur les autres, donc on a tendance à oublier des épisodes cruciaux. Le massacre de Oula du 25 mai de 2012, il s'agit d'un épisode au cours duquel 108 personnes ont été massacrées, présentées dans des alignements dans je crois que c'est une mosquée. La ville de Oula se situe à une dizaine de kilomètres de Homs, pour voir la configuration géographique. Et on sait maintenant que ces gens ont été massacrés dans une autre localité qui s'appelle Taldou, des familles qui étaient en fait des soutiens au régime ou chiites, et qui ont été affectés au régime. Qui ont été assassinés. Alors il faut préciser quand même ces méthodes qui ont été assassinées par parentèle. C'est-à-dire que les groupes terroristes arrivent dans une maison, ils ne touchent pas aux autres, mais ils vont tuer tout le monde. Les vieillards, les femmes, les enfants, toute une famille comme ça peut disparaître. Et les alignements qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le massacre de Oula, donc ce sont ces 3 ou 4 familles comme ça étendues qui ont été présentes. Et il y a eu une autre opération encore plus grandiose qui est celle de la Ghouta de Damas avec attaque au gaz, ce qui a valu d'ailleurs une émotion internationale, une vague d'horreur qui s'est propagée, mais qui n'a pas atteint les buts que cette opération se proposait. Oui, le but affiché clairement de cette opération, c'était d'amener le renversement du régime, de susciter l'émotion, l'indignation de l'opinion publique pour justifier enfin une expédition punitive. Les dirigeants occidentaux, des gens comme Laurent Fabius, ont répété à plusieurs reprises par la suite qu'ils regrettaient que cet épisode n'ait pas porté ses fruits. Alors j'ajouterais qu'on en a fait une affaire personnelle contre Bachar el-Assad, en oubliant de dire que le pouvoir des Assad, père et fils, est un pouvoir effectivement clanique. Je dis bien clanique, ce n'est pas tous les alaouites. Mais c'est aussi le pouvoir d'un parti, qui est le parti Baas, le même parti qui était au pouvoir avec Saddam Hussein et le Conseil révolutionnaire. C'est-à-dire ce sont des socialistes, patriotes, nationaux, arabes. Et ça, ce qui est étrange, c'est qu'on ne parle jamais du parti Baas, qui est quand même la structure d'État avec un parlement, alors qu'on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un dictateur qui n'a jamais été élu, qui ne procède à sans aucune institution, un dictateur hors sol, une sorte d'autocrate. Oui. On se croirait dans un film hollywoodien, avec au sommet de la pyramide un grand méchant affreux, et son régime. Voilà, alors le régime, on ne sait pas trop ce que c'est. Un régime à la botte. C'est une entité, une nébuleuse, quelque chose d'obscur. Et en bas, les sbires, les chabihas, les hommes de l'ombre. Les hommes de main, voilà, les hommes de main, les séides, les séides du parrain. Alors, il faut préciser en plus que cette présentation du régime et de Bachar el-Assad n'a rien d'original, vu que c'est un copier-coller de ce qu'on observait par la propagande qui présentait de la même façon Muammar Kadhafi, Saddam Hussein, maintenant Vladimir Poutine, autrefois ou Ahmadinejad, en déformant les propos, en les tronquant, en falsifiant. François, nous vivons sous l'empire du mensonge, et du mensonge permanent. Ah oui, là... Et les journalistes n'ont pas honte. C'est
Alors, la question de l'implication journalistique, si là vous évoqueriez une conscience morale, alors peut-être que certains journalistes conservent quand même une conscience morale, sont un peu frustrés de ne pas pouvoir apporter toutes sortes d'événements qui sont autrement plus Ceux-là sont rapidement évacués de la scène médiatique. Voilà, mais les autres, la question se pose sérieusement il faut avancer des mots forts, hein, de leur complicité. De leur complicité dans la couverture des événements. Qu'elle soit passive, complicité passive ou active. Voilà, dans la diffusion de mensonges. Et la question de la complicité du média du système médiatique avec le phénomène terroriste, c'est-à-dire une espèce d'alliance objective de fait entre le Daesh sur le terrain et la désinformation de ces médias. Peut-être qu'un jour viendra le moment de demander des comptes et d'en rendre. Il existe en France une loi qui relative à la diffusion de fausses nouvelles, et ceux qui auront été très loin dans ce travail de désinformation, il existe également un texte relatif à la désinformation, devront peut-être au moins symboliquement rendre des comptes, ou plus. Il faut espérer un retournement de tendance. Bon, alors, situation à l'heure actuelle, que se passe-t-il en Syrie? Nous avons parlé des incidents aériens qui se multiplient, de la volonté certainement russe d'installer no-fly zone, c'est-à-dire une zone d'interdiction aérienne, qui vaudrait aussi bien pour les appareils turcs, les appareils israéliens, que les appareils américains, le cas échéant. Toujours est-il que cette internationalisation du conflit, cette fois qui n'est plus seulement propre aux combattants fournissant les rangs de Daesh, et on s'aperçoit que depuis un an que dure septembre 2014, que durent les frappes américaines ou alliées on va pas dire alliées de la coalition américaine, le